Nous avons ici justement donc un emblème de tailleur de pierre qui est particulièrement intéressant. Donc, il est constitué du grand compas d'appareilleur, comme nous en avons vu un tout à l'heure à l'entrée du musée, de la règle et du niveau. Il est entouré donc par le maillet et le ciseau, et il est entouré également donc par un élément, une petite corde avec des nœuds qu'on appelle des lattes d'amour. Et on est là à la date de 1711, donc 6 ans avant la naissance officielle de la franc-maçonnerie spéculative. On est en France puisque c'est un emblème qui se situe à Tournu, donc au-dessus de Lyon. Et on est pourtant avec un symbole que pendant très longtemps, les historiens ont classé parmi les symboles de la franc-maçonnerie spéculative. Et on s'aperçoit que là aussi, la franc-maçonnerie spéculative a emprunté un certain nombre de symboles qui ne sont plus des symboles du métier à proprement parler, mais des symboles donc de la fraternité, puisque c'est le sens même des lattes d'amour. Eh bien, la franc-maçonnerie a pu les emprunter aussi au compagnonnage de tailleurs de pierre. Alors, cette question est très importante parce que au début du XVIIIe siècle, on peut constater donc tous ces emprunts de la maçonnerie spéculative naissante à la tradition opérative, à la tradition du métier, mais dès la fin du XVIIIe siècle et pendant tout le XIXe siècle, c'est l'inverse qui va se produire. Ce sont les compagnonnages qui vont énormément emprunter de symboles et de mythes à la franc-maçonnerie. Alors, ça complique énormément le travail des historiens parce que non seulement on est dans un domaine qui est parcouru en permanence par la tentation du secret, je dirais, mais en plus, il est extrêmement difficile de débrouiller qui a emprunté quoi à l'autre et pourquoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'emprunts qui ont du sens? On a vu que lorsque la franc-maçonnerie spéculative naissante emprunte des symboles à la tradition opérative, c'est qu'il y a probablement là une matière qui se prête très bien à une spéculation, à une réflexion, à une démarche philosophique et initiatique. Mais pourquoi, dans l'autre sens, les compagnons vont-ils emprunter, eux qui sont si riches quelque part, pourquoi les compagnons vont-ils emprunter au cours du XIXe siècle à la franc-maçonnerie? Alors, il y a une amorce de réponse dans le fait que tout simplement, ces rites initiatiques ont besoin en permanence d'enrichir leur récit de choses absolument extraordinaires. Et les compagnons au XIXe siècle, on en a le témoignage. Alors, ce n'est pas de l'analyse que je fais, c'est quelque chose qui est fondé sur l'examen d'un certain nombre de sources documentaires. Au XIXe siècle, les compagnonnages vont trouver que décidément les francs-maçons ont beaucoup plus de mythes intéressants qu'eux-mêmes et que tous ces mythes, qui sont souvent tissés d'assassinats, de choses assez violentes, qui marquent donc très fortement la mémoire, tous ces mythes sont particulièrement intéressants à exploiter pour marquer l'esprit des jeunes récipiendaires, donc des futurs compagnons, et leur inculquer des vertus morales très solides.